Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Laurent Clerc. Moi, je suis directeur d'études et d'analyse des risques à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, cet atelier est consacré au stress test climatique. Et moi, je vais vous présenter dans une première partie les hypothèses provisoires de l'exercice de stress test climatique 2023 de la CPR, qui est un exercice qui va être focalisé sur les banques. Et puis ensuite, les partenaires d'AON viendront présenter certaines composantes de cet exercice. Je vais commencer peut-être par rapidement vous présenter les objectifs et les caractéristiques de l'exercice, puis ensuite les différents scénarios qui composent cet exercice, et puis ensuite le calendrier. Alors sur les objectifs, en tant que superviseur, on a des objectifs qui visent toujours à promouvoir la gouvernance du risque, et donc on a trois objectifs principaux. Donc le premier, c'est un objectif qu'on va qualifier de stratégique ou de gouvernance. L'objectif pour nous, c'est d'améliorer la prise en compte du risque climatique. Alors c'est d'ailleurs plus le risque de changement climatique au sein des établissements et des organismes d'assurance. Et en particulier, ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer et les aider à améliorer en fait les conséquences du changement climatique sur leur modèle d'activité. Alors, jusqu'à présent, on s'était focalisé sur le long terme, mais l'idée, c'est aussi d'essayer de prendre en compte la matérialisation ou la matérialisation de ce type de risque aussi sur des horizons qui peuvent être de court et moyen terme. Alors, le deuxième objectif, il est aussi méthodologique et opérationnel. En particulier, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'autorité de supervision, c'est de contribuer aussi à l'amélioration des outils d'analyse, et en particulier des modèles. Et donc, ce qui va nous intéresser dans ce type d'exercice, c'est d'évaluer aussi la capacité des assureurs à récupérer les données, et peut-être par ce type d'exercice aussi les forcer un petit peu à collecter des données qui vont leur permettre d'anticiper et d'évaluer ce type de risque. Donc il y a des enjeux qui sont très forts, en particulier en matière de granularité des données. Donc ça peut être des données qui sont sectorielles ou géographiques. C'est vrai que la plupart des stress tests qu'on a fait jusqu'à présent, qu'il s'agisse de stress tests dans le domaine bancaire ou de l'assurance, intégraient souvent peu la dimension sectorielle. On le voit dans le cas d'épisodes qui sont de nature un peu différente, même si certains les lient, comme le Covid par exemple. On voit qu'on a des dimensions sectorielles qui sont grandissantes et qui sont interconnectées avec les dimensions géographiques, géopolitiques parfois. Et donc on peut avoir aussi des phénomènes en particulier climatiques qui génèrent des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et certains secteurs sont très dépendants de ces chaînes, donc on va avoir des effets qui peuvent être différenciés. Et dans le cadre du changement climatique, on va en plus avoir des politiques économiques qui vont pénaliser ou favoriser certains secteurs pour faciliter la transition. Alors la dernière dimension, elle est évidemment prudentielle. Donc dans la dimension prudentielle, il y a cette idée de prévention aussi qui est importante. Ce n'est pas simplement de vérifier et de sanctionner, mais c'est plutôt de prévenir et d'anticiper. Et donc, parmi cet exercice-là, il y a aussi d'essayer d'intégrer le risque de durabilité dans les ORSA. Donc, c'est des exercices qui sont réalisés par les assureurs eux-mêmes, et l'idée d'intégrer de façon beaucoup plus systématique, quand c'est matériel, bien évidemment, pour l'organisme, ce type de risque. Ce qui nous intéresse aussi dans ces analyses-là, c'est de regarder des scénarios qui sont extrêmes, mais qui restent plausibles. Donc quand on parle de scénarios extrêmes, ce qui nous intéresse aussi, c'est de regarder des choses qui ne sont pas forcément dans le radar des compagnies d'assurance, mais qui sont quand même des éléments qui sont susceptibles de se matérialiser à des horizons plus ou moins lointains. Alors, un des aspects aussi importants de l'exercice qu'on n'avait pas bien réussi à capter lors du premier, même si la question était apparue tout de suite, c'est celui de l'assurabilité. Donc on essaye de pousser un petit peu les réflexions sur cette question de l'assurabilité. Donc on verra un petit peu comment on s'en tient. Alors c'est des hypothèses qui sont pour le moment provisoires. Elles ont été élaborées dans le cadre d'un groupe de travail avec des assureurs. Groupe de travail qui s'est réuni pendant toute l'année 2022, sur laquelle on
on a organisé différents types de séances. Et c'est sur la base de ces échanges-là qu'on a élaboré l'exercice. Mais il y a encore des petits éléments à régler. Donc ça reste provisoire, mais ça devrait être publié. Donc je reviendrai dessus début juillet. Alors sur les principales caractéristiques de l'exercice, je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau. Vous avez ici un tableau qui compare les principales caractéristiques de l'exercice 2023 par rapport à ce qu'on avait qualifié d'exercice pilote en 2020. Pilote parce que c'était la première fois qu'on faisait ce type d'analyse et c'était la première fois aussi que les organismes participaient. Les principaux changements qui sont notables, c'est sur les scénarios qui sont sous-jacents. Donc nous, on travaille en particulier dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le NGFS. C'est un réseau de banques centrales et de superviseurs qui a été lancé par la Banque de France. Et une des valeurs ajoutées de ce réseau, c'est d'avoir développé des scénarios de changement climatique dans le but justement de les utiliser dans le cadre d'exercices de type stress test. Donc le premier exercice, quand on l'a lancé, on construisait les scénarios en même temps, donc on manquait un petit peu de recul. Pour cet exercice, on va s'appuyer sur la dernière publication des scénarios du NGFS qui date d'octobre dernier. Je rentrerai un petit peu dans le détail. Par souci de cohérence et par aussi prise en compte des réflexions et des travaux des climatologues, on a été aussi amené à changer un peu le scénario de transition ou de changement climatique qui est sous-jacent. Donc on s'appuie, pour reprendre le jargon du GIEC, là, sur des scénarios de concentration ou de forçage radiatif là, qui s'appellent 4.5 plutôt que 8.5. Donc je reviendrai un petit peu dessus pour vous montrer quelques différences. La grosse innovation de cet exercice, c'est de mettre en place un scénario de stress test de court terme. Donc ça, je le présenterai aussi un petit peu, qui répond à une demande des assureurs qui considéraient que travailler sur le long terme, c'était bien, mais c'était un petit peu en dehors des horizons de planification stratégique et c'était difficile de comprendre ou d'interpréter les résultats directement. Donc l'idée, c'est cette fois-ci d'avoir un horizon de 5 ans qui s'articule bien avec celui des ORSA et celui de la définition de l'orientation stratégique pour essayer d'évaluer cette prise en compte. Dans les caractéristiques techniques aussi, il y a une question qui est essentielle, qui est celle du scénario de référence. Donc en général, on prend un scénario de référence et puis on regarde les impacts en variante ou en écart par rapport à scénario de référence. Dans le premier exercice, on avait pris comme scénario de référence le scénario de la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. Donc ça nous permettait d'interpréter les résultats en écart à cette stratégie, donc c'est-à-dire si on ne respecte pas la stratégie nationale, voilà les coûts qui sont associés. Une des difficultés d'interprétation, c'est que le scénario national, la stratégie nationale, elle intègre déjà un risque de transition qui est important. Et donc quand on mesure en variante, on ne mesure pas l'intégralité du scénario de transition. Donc en travaillant au sein toujours pareil, du NGFS avec un des instituts qui propose des modèles macroéconomiques, on va travailler sur un scénario qui est purement fictif, qui sert de scénario de référence, qui est un scénario dans lequel il n'y a pas de risque de transition ni de risque physique. Comme ça, l'interprétation sera beaucoup plus directe. Autre changement aussi, dans les scénarios du NGFS, il y a une meilleure prise en compte, alors elle est loin d'être parfaite, mais il y a une meilleure prise en compte aussi des chocs climatiques, notamment aigus, sur l'activité économique, ce qui n'était pas le cas dans la première génération qu'on avait utilisée, ce qui nous permet aussi d'avoir cette fois-ci une première mesure de l'impact du changement climatique sur l'actif des assureurs. Les autres caractéristiques, je reviendrai dessus, notamment sur la question de l'assurabilité. Alors sur les scénarios, donc les deux scénarios qu'on a retenus, c'est les scénarios qui sont en rouge. Donc il y a un scénario qui s'appelle Below 2 degrees et l'autre qui s'appelle Delayed Transition. Donc Below 2 degrees, c'est un scénario de transition qui commence en théorie depuis 2020 et qui permet d'atteindre un objectif ou un réchauffement des températures de l'ordre de 1,6 degré à l'horizon de 2050. Bon, c'est un scénario qui s'appuie sur une variation modérée du progrès technique.
Et l'autre scénario, donc ces deux scénarios de transition qui sont dits désordonnés. L'autre, c'est un scénario de transition retardée, c'est-à-dire que les autorités attendent un petit peu trop pour prendre en compte des mesures de transition. Et du coup, ça force un petit peu la trajectoire pour atteindre le même objectif de température. Et cette fois-ci, on suppose à la fois que dans un premier temps, il y a un progrès technique qui est modéré, puis ensuite qui devient plus conséquent pour permettre justement d'atteindre des objectifs. Alors, en termes d'émissions et de trajectoire des prix du carbone, vous avez une illustration de ces deux scénarios. Ce qui est encadré en rouge, c'est les deux scénarios. Ce que vous voyez, donc, c'est sur les trajectoires d'émissions, c'est des profils qui se rapprochent très rapidement l'un de l'autre, sauf en début de période. Par contre, les trajectoires en termes de prix du carbone sont très différents, puisqu'on atteint dans le scénario le plus modéré une hausse des prix du carbone qui est un peu inférieure à $200 à l'horizon de 2050. Le point de départ, c'est à peu près $14 en 2020. L'autre scénario, c'est des prix qui atteignent pratiquement $600. C'est un petit peu moins élevé que ce qu'on avait précédemment, mais c'est des chocs qui sont encore importants. Si on prend la situation d'aujourd'hui, on a eu une remontée assez forte des prix du carbone. Donc on serait proche du scénario bleu ciel, là, puisqu'on n'est pas très loin de $100, $80, $100. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on a. Ici, vous avez une transcription de ces scénarios sur le PIB français, en fonction donc, des deux scénarios et en écart donc, au scénario de référence. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'au niveau du PIB français, les impacts ne sont pas énormes, c'est des impacts qui restent modérés. Au maximum, c'est de l'ordre de 3%, donc c'est un peu inférieur à ce qu'on peut trouver dans certaines évaluations. Mais évidemment, l'impact il va être très différent en fonction des zones géographiques. Donc, dans certains cas, les pertes de PIB peuvent atteindre jusqu'à 15%. Donc, ça va vraiment dépendre de la diversification géographique. En revanche, on va avoir des impacts sectoriels qui peuvent être très marqués en fonction des scénarios. En particulier, donc là, ici, vous avez des comparaisons, alors c'est peut-être pas très visible entre les différentes zones. Donc on travaille sur des zones qui sont Europe, hors France, France, États-Unis et reste du monde. Et donc vous voyez qu'en fonction des scénarios, on a un impact qui est plus ou moins fort. Mais c'est surtout les secteurs des énergies fossiles qui sont vraiment très impactés, avec des pertes de valeur qui peuvent aller jusqu'à 80% de la valeur des actifs. Donc ce qu'on essaye de capter par ce type d'exercice, c'est la notion d'actifs ensablés, enfin en stranded asset. Donc c'est un peu l'idée de mesurer ce type de choc. Alors sur les scénarios, donc il y a des trajectoires qui sont très différentes. Bon, il y a pas mal de... Quand on avait fait l'exercice pilote, on avait eu pas mal de critiques déjà sur le scénario RCP 8.5 qui était considéré comme déjà pas très crédible. Les critiques se sont renforcées. Donc on s'est rabattu sur un scénario qui est un petit peu moins fort, qui est le scénario RCP 4.5. Mais on l'a retenu aussi parce que dans les deux scénarios qu'on a retenus du NGFS, vous avez vu, il y en avait 5 ou 6, ces deux scénarios sont calibrés sur ce même scénario RCP 8.5. Donc on neutralise aussi des effets de scénarios différents. À l'horizon 2050, ce que vous voyez, c'est en fait que les écarts entre les trajectoires sont très, très différentes, enfin très peu différentes, et que c'est la dynamique après qui joue. Dans nos hypothèses, l'idée qu'on maintient ici, c'est de dire que compte tenu de l'inertie du phénomène de réchauffement climatique, même si on prend des mesures de transition maintenant, leur impact sur la dynamique globale du climat a peu de chances de se matérialiser de façon très visible avant 2050. Donc les politiques qu'on va prendre maintenant vont se matérialiser, vont avoir un impact dans la deuxième partie du siècle. Et donc on se retrouve dans des situations dans lesquelles, en dépit des efforts de transition, on aura quand même la matérialisation de phénomènes de changement climatique qui sont le résultat en fait, des émissions passées. C'est à peu près les 20-25 années d'émissions passées qui conditionnent le climat qui va se matérialiser en gros d'ici 2040-2050. Dans l'exercice, ce qu'on a retenu aussi, pour intégrer ce qui n'avait pas été le cas la première fois, c'est de retenir à la fois la médiane, mais aussi un percentile à 95%,
pour essayer de prendre en compte cette idée d'incertitude. Donc, on prendra cette dimension-là. Et quand vous regardez en fait l'intervalle de confiance sur les températures, on s'aperçoit qu'avec 95%, on retrouve à peu près le scénario médian du RCP 8.5. Alors évidemment, le RCP 4.5 a un impact climatique qui est moins fort que le précédent, mais ça va dépendre aussi des aléas. Donc il y en a un notamment qui nous intéresse particulièrement, puisque en France, on considère qu'on est exposé à 2 aléas principaux qui sont la sécheresse et les inondations. Et dans le cas des inondations, on s'aperçoit que le RCP 4.5, il est légèrement plus mordant que le scénario précédent retenu. Alors, sur les activités qui sont concernées, ce qu'on va regarder, c'est on regarde l'intégralité des organismes d'assurance. Donc, en particulier, tout ce qui est dommages aux biens et automobiles. On travaille avec CCR, donc je vois Thierry Coignac qui est là. Donc l'idée, c'est de demander aux assureurs de reporter leurs expositions géographiques, en particulier en France. Et CCR produit une évaluation des dommages. Donc l'intérêt de procéder comme ça, on ne peut pas l'imposer bien sûr, c'est volontaire, mais l'intérêt de procéder comme ça, c'est d'avoir une même base de quantification, ce qui permet une comparabilité des résultats, plutôt que d'avoir une grosse dispersion qu'on ne pourrait pas interpréter si elle s'appuyait uniquement sur les modèles internes. Donc ça, c'est intéressant. Après, les organismes ont la possibilité d'expliquer, quand ils ont des modèles, en quoi eux, ils estiment que peut-être l'impact serait différent, donc ce qui nous permet aussi de discuter sur les scénarios. Et puis évidemment, notre exercice, il prend en compte la santé et la prévoyance du fait de l'importance de l'assurance vie en France. Alors, dans le panorama des exercices de supervision, la CPR est la seule autorité de supervision à prendre en compte le risque santé comme dans les scénarios de transition climatique. Donc, on le fait avec l'aide d'Aon, qui présentera les modèles sous-jacents tout à l'heure. Donc, il y a 2 risques qui sont particulièrement mis en avant. C'est ceux qui sont relatifs au risque de pandémie vectorielle. Donc, c'est des pandémies qui sont transmises par des vecteurs type moustique, on le verra. Donc, c'est vrai que la première fois, on avait été un petit peu critiqué, mais avec le Covid, ça a bien aidé. Il est venu tout de suite, d'ailleurs, le Covid, donc c'était bien. Et puis, il y a aussi un aspect qui est très important, qui est celui de l'augmentation des maladies respiratoires qui sont liées au réchauffement climatique. Bon, là encore, il suffit de regarder ce qui s'est passé l'année dernière pour voir que c'est quelque chose qui a un impact réel sur la vie et la santé. Alors, dans l'exercice, il y a une problématique qui nous paraît importante, qu'on n'avait pas bien réussi à capter lors du premier exercice parce que c'était trop implicite et les assureurs ne l'avaient pas vraiment pris en compte ou n'avaient pas voulu le prendre en compte. C'est le risque d'assurabilité. Donc le risque d'assurabilité, il couvre 2 dimensions. Il y a d'une part le fait que le coût de l'assurance ou de la réassurance devient trop élevé parce que la fréquence des événements augmente et le coût des événements augmente. Donc l'assureur ou le réassureur peut décider de ne plus assurer tel ou tel type de risque. Donc ça, c'est une première dimension. Il y a une autre dimension qui est celle de la capacité des agents ou de la volonté des agents à supporter une hausse des primes. Donc c'est ce qu'on essaye de mesurer. Donc là, on a un indicateur qu'on va peut-être changer puisque apparemment tous les assureurs n'ont pas les données nécessaires, mais on peut s'appuyer un petit peu là. Donc l'idée, elle est double. La première, c'est de considérer qu'il existe un seuil d'augmentation des primes qui est tel que les propriétaires de biens immobiliers décident de ne plus s'assurer parce que ça devient trop coûteux. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est une question aussi de mutualisation. C'est face à un territoire qui est exposé de façon un peu différenciée au risque de changement climatique, on peut très bien aussi avoir des assurés qui ne veulent plus payer pour d'autres départements beaucoup plus exposés. Donc ça pose une question de mutualisation, d'où cet effet un peu de différenciation aussi géographique de l'effet. Alors, comme je l'ai dit, une des innovations de l'exercice, c'est d'introduire un scénario de court terme. Donc ça répond à une demande de l'industrie.
Donc l'idée, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, un exercice qui permet de bien s'articuler avec l'horizon stratégique des assureurs et la définition des plans à court terme et des ORSA aussi. Et puis, c'était aussi une des critiques qu'on avait eues, c'était de dire, mais en se focalisant sur le long terme, vous risquez aussi de sous-estimer les risques à court terme. Donc, effectivement, il y a une espèce d'arbitrage. Alors, on maintient quand même des scénarios de long terme parce que pour nous, c'est intéressant que les assureurs voient loin. Il y a cette idée de prévention et de préparation, d'adaptation aussi. Mais il y a aussi, effectivement, cette dimension à court terme. Donc, parmi les contraintes qu'on a au niveau de la CPR, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un rôle important de l'assurance vie. Donc, on a construit des scénarios qui ont aussi une implication sur la vie qui est importante pour pouvoir mobiliser un peu tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ce qu'on regarde, c'est des scénarios qui sont extrêmes, mais qui restent plausibles. Et puis, l'innovation qu'on introduit aussi, c'est de regarder l'impact en termes de solvabilité, puisque ça nous intéresse. Donc, l'hypothèse sous-jacente qui est mise en œuvre est celle de bilan statique, qui est l'hypothèse classique des stress tests, dans le cadre du scénario de court terme. Pour le scénario de long terme, au contraire, on a un bilan dynamique. Donc, ça permet aux assureurs d'ajuster la taille de leur bilan, le montant des primes, etc. Donc, ce qui nous intéresse là, plus, c'est l'orientation stratégique, la capacité des acteurs à s'adapter. Et puis, ce qu'on regarde aussi, c'est la cohérence de ces projections par rapport aux engagements qui peuvent être pris par les assureurs en termes d'objectifs de durabilité. Donc, il y a cet aspect-là qui nous intéresse aussi. Alors, évidemment, il y a des limites dans un exercice de court terme. C'est le caractère ad hoc de l'exercice. D'une part, parce que les projections climatiques à 5 ans sont très proches du climat actuel, donc il n'y a pas vraiment de différenciation. Et puis après, comme on va accumuler des chocs, c'est quelque chose qui paraît un petit peu ad hoc. Donc on a essayé de retenir des hypothèses qui étaient pas irréalistes, réalistes, plausibles, mais extrêmes. Alors ce qu'on a retenu comme composante de ce scénario à court terme, c'est tout d'abord des chocs physiques aigus de deux types. Le premier, c'est un choc sécheresse qui se prolonge. Donc l'idée, c'est de repartir de l'année 2022, qui était une année exceptionnelle, et de supposer que cette année exceptionnelle, en fait, elle se reproduit en 2023 et 2024. Bon, ce n'est pas forcément complètement absurde quand on voit les tendances et les observations jusqu'à présent. Donc ça, c'est la première composante. Donc là, on en précisera, il y a un impact santé. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'intégrer un autre péril qui est celui des inondations. Donc l'idée, c'est de prendre non pas des effets qui se cumulent, mais c'est ce qu'on appelle des effets qui se composent, c'est-à-dire qui s'accentuent. Donc l'idée, c'est que l'impact de phénomènes d'inondation sur un territoire ou une terre qui est sèche, ça amplifie les effets. Donc, ce qu'on a rajouté ici, c'est l'hypothèse aussi de rupture de barrage, ce qui nous permet d'avoir un choc, physique qui est localisé, mais qui a un impact important sur la vie. Et puis, ces deux hypothèses, en fait, se traduisent in fine sur la dernière partie par un choc de marché. Donc là, l'idée, c'est que la succession de ce type d'événements, après ce qu'on a pu observer notamment en Allemagne l'année dernière, ou en Europe centrale, en Italie cette année, et en France aussi, c'est de dire que finalement, cette accumulation de phénomènes extrêmes permet au marché de prendre conscience en fait, que les politiques de transition sont inévitables, et du coup, ça génère un ajustement spontané des prix, sans même qu'il y ait forcément des politiques de transition qui se mettent en place. Donc les marchés s'ajustent et ça conditionne des pertes de valeur donc sur les portefeuilles et l'activité. Et donc ici, vous avez une représentation du choc à la fois sur le PIB, mais également sur la valorisation des actifs. Donc l'impact, il se traduit donc à la fois par une augmentation des probabilités de défaut, des spreads de crédit, mais aussi une baisse de la valeur des actifs. Donc voilà les principales caractéristiques. En termes de calendrier, donc on est en train de finaliser les hypothèses. On aura une réunion avec les assureurs, une dernière réunion la semaine prochaine. Et puis on va publier donc les hypothèses définitives en début juillet.
Et puis ensuite, on vise une remise pour la fin de l'année. Donc voilà, on aura peut-être un besoin d'une étape intermédiaire, puisqu'on est en scénario dynamique pour les épisodes de long terme, qui vise à veiller à ce qu'on ait une cohérence dans les projections des assureurs, pour être sûr que les changements éventuels de structure de portefeuille correspondent bien aux structures de l'économie à financer. Donc, pour pas qu'il y ait une trop grosse, que tout le monde n'aille pas vers le vert, alors même qu'il subsiste des secteurs carbonés à financer. Donc, c'est un petit peu l'idée de la mise en cohérence. Voilà. Je laisse la parole à Pierre pour la suite de la présentation. Bonjour. Alors, moi, je suis juste une étape intermédiaire dans la présentation. Donc, je m'appelle Pierre Valade, je suis courtier chez Aon et aussi je travaille au sein de la commission ERM de l'Institut des actuaires. Donc, en fait, c'est pour vous donner un peu d'éléments de contexte par rapport à ce sujet de stress test organisé par la CPR. En fait, ils nous ont contactés en 2020 pour nous demander si on avait des scénarios pour justement travailler sur les risques biométriques et proposer des modélisations. Et en fait, nous, ce qu'on a posé à l'époque, c'est des modèles de tendance pour essayer de qualifier des phénomènes qui sont légitimes, crédibles, à défaut d'être réalistes. Parce que savoir qu'est-ce qui est réaliste en 2040, 2050, c'est quelque chose qui est un peu trop compliqué pour nous. Par contre, en fait, on a quand même posé des modèles à l'époque de phénomènes sur des pandémies vectorielles, des pandémies par moustique, et des phénomènes de pollution et de détresse respiratoire et de leurs conséquences sanitaires. Force est de constater, sur les 2 dernières années, qu'en fait, la légitimité des phénomènes a été renforcée. Et donc, à partir de là, en fait, notre modèle, sans être d'une perfection absolue avec un certain niveau d'incertitude, en ressort actuellement d'autant plus légitime pour l'exercice de cette année. Et à partir de là, en fait, on avait calibré ces modèles sur le scénario RCP 8.5 et on s'était, sur la base aussi du cahier des charges échangé avec la CPR, on s'était arrangé pour créer des paramètres de scénarios qui soient les plus proches possibles des paramètres des chocs de la formule standard, pour qu'ils soient le plus possible implémentables éventuellement dans des modèles de nature prudentielle ou des déclinaisons de ces modèles prudentiels, pour limiter la charge de modélisation chez les assureurs. Et donc, à partir de là, en fait, pour le scénario 2023, en fait, Yannick, qui va prendre la parole, va vous présenter les scénarios de long terme sur leur légitimité, comment elle a évolué, sur les ajustements pour passer du 8.5 au 4.5, et également les phénomènes qui sont présentés pour les scénarios de court terme, donc qui sont la rupture de barrage et une canicule. Voilà. Alors pour commencer, tout d'abord, juste une illustration sur le scénario du GIEC RCP 4.5 et notamment la comparaison qu'on a avec le scénario du GIEC RCP 8.5 en termes de température. On a bien entendu un effet atténué des hausses de température, par exemple en France, même si on observe par exemple dans le paysage alpin des hausses de température d'à peu près 3 à 4 degrés. Ce qu'il faut prendre en compte, ça a été expliqué tout à l'heure, c'est que malgré cette illustration et cette différence d'augmentation de température, il n'en reste pas l'effet sur certains risques n'est cependant pas forcément fortement atténué proportionnellement à la baisse des températures. Et ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que malgré que l'on modélise sur les scénarios, deux scénarios pour les effets long terme, qu'on va non pas redétailler tout à l'heure, mais juste expliquer les améliorations qui vont être apportées, et également sur les 2 scénarios court terme, les nouveautés, c'est qu'on voit très bien qu'il y a des liens entre hausse de température, sécheresse, entre pandémie ou maladie vectorielle, et ainsi de suite. Alors, en parlant de pandémie vectorielle, on avait démarré donc ce scénario en 2020. On en avait parlé chez Aon un peu légèrement avant 2020, et ça faisait un petit peu sourire sur le marché, je m'en souviens. Certaines personnes étaient encore dubitatives. Ici, on a la représentation de l'ensemble des départements en France qui sont aujourd'hui
colonisés par le moustique tigre, donc l'Aedes albopictus. La réalité, c'est qu'on a, par le réchauffement climatique, une tropicalisation en fait, de l'environnement, c'est-à-dire un environnement qui est aujourd'hui propice à la présence du moustique tigre. Et ce moustique tigre véhicule et vecteur en fait, de pas mal aujourd'hui de maladies. On a entendu bien sûr la dengue, qui est le cas en France, Zika, on a vu les effets en Amérique du Nord, chikungunya et bien d'autres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du réchauffement climatique et d'un environnement propice entre les effets d'inondation dans le sud de la France qui viennent en fait, permettre aux œufs d'éclore et aux températures moyennes à peu près 20 degrés qui permettent en fait, on pourrait dire un peu la dormance et l'occupation du moustique tigre, c'est l'évolution des cas autochtones. C'est-à-dire qu'il y avait des cas importés, on connaissait ces cas importés, ça venait souvent des dom-toms ou autres, mais aujourd'hui, on le voit, et c'est pas pour rien qu'en 2022, alors c'est vrai que c'est un peu pixelisé sur l'écran, mais vous voyez un fort pic de cas autochtones, c'est-à-dire vraiment des cas qui sont non importés et observés. Et ça, c'est le lien aussi avec la canicule de 2022. C'est-à-dire que là, lorsqu'on a une forte période en fait, on pourrait dire de vagues de chaleur, on a eu un cas qui est quand même quasiment exponentiel entre ce qu'on observait dans les débuts des années 2010 et ce qu'on observe en 2022. Donc ça peut être vu comme une tendance, ça peut être aussi événementiel en 2022, mais on voit bien qu'il y a une forte corrélation entre les hausses de température et la présence du moustique tigre. Alors, ce qu'on avait développé en 2020, on l'améliore, on l'affine, comme on l'a dit. Et donc en 2023, ce qu'on va proposer, c'est d'améliorer le modèle en fait, SEIR qu'on avait co-développé avec l'Institut de recherche et développement de Montpellier. Montpellier, pourquoi ? Parce que si vous vous amusez à taper les cas sur Google, à rechercher les cas de dengue, vous allez voir que c'est une région très propice, et notamment lors des inondations, vous avez facilement, pendant les périodes de forte chaleur estivale, vous avez facilement 1, 2, 3, voire 5 cas de dengue qui peuvent être observés suivant les années. Un modèle SEIR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Hein, c'est 4 composantes dans un modèle de pandémie. Le S pour susceptible, le 2 pour les personnes qui seront donc exposées au risque, et ensuite infectées, et alors en anglais, recovery, c'est-à-dire qui vont être rétablis ou, malheureusement c'est binaire, décédés. En ce qui concerne notre modèle, il faut bien comprendre la spécificité de la dengue, parce qu'on nous a souvent posé la question, et je me suis permis juste de le rajouter ici, c'est pourquoi n'existe-t-il pas de vaccin ? Il y a 4 sérotypes, et ce qu'il faut savoir pour la dengue, la particularité, c'est ce que prend en compte le modèle de l'IRD, c'est qu'il y a déjà eu un vaccin qui a été développé, par exemple pour le sérotype 1 ou le sérotype 1 et 2, et la problématique, c'est qu'une fois qu'on vous vaccine, vous avez les anticorps du sérotype. Par exemple, sérotype 1. La problématique, c'est que lorsque vous allez vous faire piquer par un moustique qui est infecté par la dengue, la probabilité non négligeable qu'il ait un autre sérotype. Et là, vous avez en fait une fièvre hémorragique, c'est-à-dire que vous êtes protégé pour le sérotype 1, mais si vous êtes infecté par le sérotype 3, vous avez directement en fait, la forme aggravée. Donc le vaccin a été retiré, et puis il y avait quelques effets secondaires sur des personnes qui sont en bas âge. La deuxième chose que prend en compte notre modèle, c'est bien entendu la prise en compte des taux de mortalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une mortalité qui est de l'ordre de 1% dans les pays développés. Pourquoi ? Parce qu'on a une prise en charge rapide et hospitalière. Ça peut monter à 2,5, voire plus ensuite pour des pays n'ayant pas un système hospitalier très développé. L'évolution de notre modèle en 2023, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'une part, on prend la prise en compte du RCP 4.5, on a une illustration de la sensibilité. C'est en rien des résultats définitifs, mais c'est une sensibilité que vous avez entre l'empreinte sous RCP 8.5 et l'empreinte en fait, du risque, en fait, de la probabilité d'épidémie en RCP 4.5. Le modèle est quand même très dépendant des foyers existants. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer en Bretagne tout de suite un foyer à travers le modèle avec une probabilité de 70%, si aujourd'hui on sait malgré par exemple la présence potentielle dans 3 ans, 4 ans du moustique tigre, qu'il n'y a pas de foyer identifié. C'est pour ça que vous avez des régions comme des départements comme le Rhône par exemple, qui coûte que coûte, on le sait très bien qu'à Mions ou près de Lyon, il y a déjà la présence de la dengue, et donc elle ne va faire que s'accentuer, elle ne va pas forcément disparaître. La deuxième évolution du modèle, c'est cette mortalité par âge.
c'est-à-dire ça nous a été demandé plusieurs fois, c'est de réussir à définir un taux de mortalité. L'infection, elle, ne dépend pas de l'âge, mais la mortalité peut dépendre de l'âge. C'est assez difficile dans le cas de la dengue, mais on sait très bien, par exemple, que là, encore une fois, ce n'est pas définitif, mais les premières estimations qui avaient été données par l'Organisation mondiale de la santé, qui sont données aussi par Santé publique France, c'est qu'on a une tranche d'âge beaucoup plus, on va dire, touchée en termes de taux de mortalité, où la mortalité va être plus élevée quand on a entre 0 et 9 ans, ou un peu plus de 45 ans, voire plus de 65 ans dans les statistiques. Donc ça, aujourd'hui, c'est une hypothèse qui va être prise en compte dans nos modèles. Sur le deuxième scénario long terme, donc c'est la pollution atmosphérique, ça tout le monde en entend parler, c'est tous les jours. On a ici juste, à des fins d'illustration, la carte de la pollution atmosphérique à l'ozone, donc une sorte de moyenne maximale par tranche d'heure en France, donc le 15 juin dernier. Et on voit très bien ici la vallée du Rhône. Alors, c'est peut-être moins bien contrasté, mais vous voyez ici la présence d'ozone dans la vallée du Rhône qui part de Lyon et descend jusqu'à Marseille, le pourtour méditerranéen qui est pollué, et bien sûr de Paris avec l'effet des vents qui vient brasser une partie de l'ouest de la France. La même chose, quand on quitte la France, on voit très bien à partir de Londres les effets que ça a. Donc la pollution atmosphérique, c'est également un risque majeur, et notamment qui s'amplifie avec des conditions météorologiques qui sont favorables. Et d'ailleurs, dans la définition de ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, c'est bien la co-occurrence en fait, de fortes émissions de polluants et des conditions météorologiques qui sont favorables à maintien de la concentration très élevée. Donc le modèle que nous, on utilise, alors on parle d'abord de l'ALEA. Donc l'ALEA, on récupère l'ensemble des informations d'émissions de polluants, donc les particules fines PM2.5, PM10, l'oxyde d'azote et l'ozone. C'est celles qui sont principalement les plus dévastatrices pour la personne. Et également, on utilise en fait à la fois les courbes de Santé publique France, et ces courbes de Santé publique France ont été aussi implémentées dans un modèle qui s'appelle RQ+, qui est le modèle en fait de l'OMS pour quantifier les effets court terme et long terme de la pollution atmosphérique, sachant que c'est une cohorte qui a été faite sur l'ensemble de la population d'Europe de l'Ouest, des plus grands pays d'Europe de l'Ouest. L'exposition répétée donc à ces polluants, ça on l'avait fait dans le premier exercice en 2020, c'est de déterminer tout l'aspect, l'impact en termes de santé bien sûr, donc les consultations, les prises de soins aux urgences et ainsi de suite, la mortalité future et bien sûr l'arrêt de travail suite à des complications ou des maladies. Donc on a ici une simple illustration des différents effets. Ça va du nourrisson jusqu'à la fécondité, en passant bien sûr par chez les adultes sur l'ensemble de l'appareil respiratoire, les maladies cardiovasculaires, la mortalité non accidentelle et j'en passe. Ce qui est important à noter, parce qu'on a parlé de Covid justement tout à l'heure, c'est encore une fois, le changement climatique, lui, va augmenter la prédisposition à certaines pathologies respiratoires. On le voit en Île-de-France, il y a de plus en plus de nouveau-nés qui sont prédisposés à des problèmes de bronchite, d'asthme ou tout simplement d'inflammation pulmonaire dès leur jeune âge. C'est l'impact que ça a lorsqu'on croise ces effets plutôt long terme à de l'événementiel de type, par exemple, une pandémie. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, de la SARS-CoV-2, donc tout ce qui était Covid-19, c'est le cas aussi alors, il y a plus d'un siècle, mais pour la grippe espagnole, puisque ça touchait également les jeunes, en stressant le système respiratoire chez les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, la prédisposition à des maladies respiratoires est un facteur de comorbidité. On a vu beaucoup de graphiques, notamment extraits des comorbidités en France, mais non retraités de l'âge. Mais si on prend ici les statistiques canadiennes qui ont retraité de l'âge, donc sur des cohortes assez importante de mortalité. On voit ici, par exemple, sur les histogrammes, la barre bleu foncé. Pour les personnes entre 45 ans et 64 ans, le principal facteur de comorbidité, c'est la pneumonie. Donc on voit bien qu'il y aura des effets sur le long terme, la même pandémie aujourd'hui avec les mêmes paramètres, le même type de souche virale n'aura pas le même effet aujourd'hui et par exemple dans 10 ans ou 15 ans si nous avons des pics de pollution de plus en plus importants et donc des personnes qui ont de plus en plus des pathologies respiratoires. En termes d'évolution donc, du modèle sur la pollution atmosphérique, donc, très simplement, la prise en compte
même chose des paramètres, du scénario 4.5 au lieu du RCP 8.5, qui aura là des effets assez intéressants aussi à noter. Et la mortalité par âge, donc là la mortalité par âge est beaucoup plus facile à définir et sera définie donc normalement comme suit. À des fins de simplification pour le marché de l'assurance, c'est les 0-18 ans, la classe d'actifs, et ensuite les plus de 65 ans. Alors, au-delà des scénarios long terme, on a développé 2 scénarios court terme à la demande de la CPR. Le premier, c'est tout ce qui est vague de sécheresse canicule. Donc ça, on en a parlé, et c'est d'autant plus d'actualité parce qu'en 2022, on a eu une forte vague de mortalité en Europe liée à une vague de canicule extrême, et également donc la rupture du barrage, de scénario de Serre-Ponçon. Donc, pourquoi le Serre-Ponçon? Parce que c'est l'un des plus grands barrages, si ce n'est le plus grand barrage en France, et en remblai, c'est-à-dire fait de terre et de roches. Et donc, il y a un lien direct entre les problèmes de débit et de pluviométrie et la fragilité de certains barrages qui sont faits en remblai. Alors, au niveau de la sécheresse et de la canicule, tout simplement, ici, vous avez Santé publique France qui a communiqué une carte aujourd'hui sur l'effet de la canicule et le nombre de jours, principalement localisés dans les principales agglomérations, et on a ici quelques statistiques. Donc on voit bien qu'il y a une dérive de mortalité assez importante, notamment pour les plus de 75 ans, mais pas que. C'est-à-dire que les dérives peuvent varier entre 10 et 20% suivant les classes d'âge, sachant que, bien sûr, 20%, c'est tout relatif sur 30 jours, lorsqu'on estime, par exemple, le nombre de personnes qui décèdent en une semaine entre l'âge de 10 ans et 20 ans, par exemple, si on est pour la ville de Bordeaux. Mais on voit bien que dans ce scénario-là, on a à la fois un effet de mortalité, à la fois un effet d'arrêt de travail et à la fois des effets de santé, puisqu'on a eu plus de 20 000 recours en consultation et urgence. Ce qui est intéressant, et je parlais de ces corrélations-là, même si elles ne sont pas traitées dans l'ensemble des modèles, le but c'est quand même aussi de modéliser scénario par scénario, donc en silo, mais il faut toujours retenir qu'on voit bien que Santé publique France, eux, en conclusion, ont bien affirmé qu'il y avait des liens entre la canicule et l'augmentation de mortalité pour les personnes qui étaient infectées du Covid cet été. Et inversement, la Covid-19 pouvait fragiliser les personnes les plus âgées ou d'autres personnes qui avaient des comorbidités à faible facteur à décéder de la sécheresse. Et notamment sur un événement de type canicule mélangé à la Covid-19, avec bien sûr l'air pollution. Donc on ne le modélisera pas, mais on voit bien que chacun des points sont reliés. En ce qui concerne le deuxième scénario court-termiste, cette fois-ci, c'est la rupture de barrage de Serre-Ponçon. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est déjà la volatilité des débits des crues qu'on voit, donc là un peu saisonnière. C'est une moyenne qui est faite entre 1918 et 2009. On a pris cette moyenne par mois et on l'a retranscrite ici, sachant que année par année, on a des grosses variations. On sait que le changement climatique va impacter les épisodes cévenols, va impacter l'ensemble des flash floods et débits. On a vu tout à l'heure la carte du RCP 4.5, on a quand même un réchauffement sur le paysage alpin. On sait également que, d'après DBA, sur les études qui ont été faites avec une période de retour d'à peu près 100 ans, sur un scénario RCP 4.5 médian, on a à peu près 10% de hausse des débits en moyenne. Donc on a une forte volatilité. Et il y a une autre étude qui est fournie, donc cette fois-ci par le National Center for Climate Services suisse, qui étudie principalement les débits des cours d'eau et l'effet du changement climatique, donc de la pluviométrie, puisqu'avec du réchauffement climatique, vous avez moins de chutes de neige, vous avez donc de la pluie au lieu de la neige. Il y a également une fonte des neiges et des variations en fait de débit au niveau de l'ensemble des cours d'eau du paysage alpin, qui sont entre 10 et 50% pour les débits hivernaux, qui peuvent être en négatif, c'est-à-dire des baisses de débit en été, mais par exemple dans un cadre hivernal, des hausses de débit de plus de 50% auraient des conséquences, notamment sur les petites structures de barrages en amont, par exemple de Serre-Ponçon. Et c'est pour ça qu'on a choisi, comme je disais, ce barrage, c'est que le changement climatique ayant un impact sur les cours d'eau peut avoir justement pour les grands barrages en remblai des problématiques de phénomènes de surverse qui sont liés en fait au débordement du barrage, malgré qu'on utilise les évacuateurs, par exemple, pour des phénomènes de grandes crues avec des scénarios extrêmes.
Alors, ce qu'il faut conclure de l'ensemble des scénarios, à la fois long terme qu'on améliore et à la fois court terme qui sont donc des nouveaux scénarios événementiels, c'est que, à première vue, le passage du RCP 8.5 à 4.5 pourrait réduire l'impact pour certains de ces scénarios, notamment par exemple la pandémie victorienne. On ajoute la modélisation par classe d'âge, qui permettrait notamment, à la demande des compagnies d'assurance, une meilleure prise en charge de la démographie des portefeuilles, notamment entre santé et prévoyance, suivant la répartition de l'âge. Ces nouveaux scénarios court-termistes qu'on est en train de mettre en place, ça va permettre aussi, dans le cadre de la rupture de barrage inondation, d'estimer pour les assureurs donc, des impacts à la fois vie et non-vie, donc assurance de personnes et non-vie. Et pour assurer ceux qui participeront à cet exercice, c'est que le but, bien entendu, c'est pas que vous ayez plus de ressources à mobiliser. Donc normalement, ces deux nouveaux scénarios court terme ne devraient pas rajouter plus de travail et de ressources pour fournir les données. Des questions ? Merci pour la présentation. J'aurais deux questions. La première, qui est peut-être pas très pertinente parce que je ne me rends pas compte de l'ampleur des épidémies qui sont modélisées dans les maladies vectorielles ou l'augmentation des maladies respiratoires. Est-ce que vous avez pu prendre en compte ce dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie de Covid, c'est-à-dire le fait que la mortalité historiquement observée par exemple sur la dengue puisse être aggravée parce que dans une épidémie on peut avoir une surcharge des services hospitaliers. Et ma deuxième question, ce que je comprends, c'est que vous prenez en compte dans les scénarios court terme l'effet des vagues de chaleur. Et est-ce que finalement, dans les scénarios long terme, ce ne serait pas aussi pertinent d'inclure une augmentation des taux de mortalité et des frais de santé liés justement au fait que ces vagues de chaleur, elles vont être amenées à se multiplier, y compris à long terme? Ouais. Alors sur la maladie vectorielle, la saturation des hôpitaux, elle est quand même assez difficile à définir, puisque c'est quand même un scénario long terme. C'est-à-dire qu'on a des fenêtres 2025, 2030, 2040, 2050 sur les projections qui ont été faites. Et ça reste quand même des phénomènes assez localisés, bien sûr sur des centres urbains, mais avec un nombre quand même assez réduit. S'il fallait modéliser, alors il est possible de modéliser, hein, il y a des outils, on les a déjà fait au début de la Covid-19, SARS-CoV-2 en 2020, qui prennent en compte le nombre de lits et de praticiens, mais faut quand même, séparer le nombre de cas qui seront infectés par la dengue versus, par exemple, ce qu'on a vécu avec la Covid-19. Il faudrait voir quelles sont plus les préventions que les réels cas qui sont pris en compte là-dessus. Et sur la deuxième, non, c'était la première question ou la deuxième question. Oui, c'est bien pris en compte dans les scénarios de long terme. Hein, donc, on a bien dans les scénarios de long terme, en fait, on se focalise sur 4 aléas qui sont sécheresse, inondation, submersion marine et puis tempête tropicale, hein, pour les départements, les territoires d'outre-mer. Merci. Merci. Ma question concerne le risque de transition. C'est une supposition, mais j'imagine qu'il va falloir faire le stress test par secteur, comme par le passé, comme l'EIOPA l'année dernière. Donc en regardant au niveau des portefeuilles à l'actif, les différents secteurs, s'ils sont plus ou moins carbonés. Okay. Et alors, justement, à propos de cet impact sectoriel, en général, quand on regarde les scénarios du NGFS, il y a plusieurs modèles sous-jacents possibles. Et en fonction des différents modèles, il y a différents mix de production d'énergie. J'imagine qu'en France, on a pris le modèle qui donne plus de nucléaire à moyen terme, qui est un modèle particulier, mais juste pour avoir une idée du mix technologique sur le plus long terme. Alors en fait, on travaille avec un modèle qui a été développé à la Banque de France, qui est calibré sur des matrices entrée-sortie, donc qui prennent en compte les interdépendances sectorielles. Et donc ce modèle, il est calibré sur les différentes zones géographiques. Donc ça va prendre en compte à la fois la structure des économies et leur sensibilité plus ou moins forte par rapport à certains secteurs carbonés.
Et dans la matérialisation du choc de transition, en fait, on va supposer, puisqu'on travaille sur des modèles macro, on n'a pas d'autres moyens plus fins de le faire, que les politiques de transition vont se traduire soit par des taxes, mais qui vont avoir en fait un impact sur le prix du carbone. Et donc ça va créer justement des effets de substitution entre ces secteurs, d'où, en fonction des économies, de la structure sectorielle du pays, des impacts qui vont être très différenciés. Donc effectivement, il faut prendre en compte dans les portefeuilles à la fois le scénario, puisque les scénarios, comme vous avez vu, ont des impacts différents, mais la localisation géographique des actifs, puisque en fonction de cette localisation, l'impact sectoriel sera plus ou moins marqué. Bonjour, j'avais une question sur la partie sur l'assurabilité et la réassurance. Dans la slide, vous avez mentionné qu'effectivement, au-delà d'un certain seuil d'augmentation des primes, peut-être que les assurés ne renouvelleraient pas leur contrat. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu mieux, est-ce que ça va être à individualiser, contrat par contrat, ou est-ce que ça s'appliquerait globalement, ce seuil? Première question. Et deuxième question, c'est sur la réassurance. Donc, est-ce qu'il y aura une limitation? Alors, est-ce que ça va s'appliquer en dérive du coût ou en limitation de la capacité à réassurer certains risques? Voilà, si vous pouviez nous en dire un peu plus. Alors, sur cette partie-là, ça reste encore à préciser parce qu'effectivement, on ne va pas demander portefeuille par portefeuille. Donc, ça, comme vous avez vu, on va plutôt procéder par des localisations régionales ou départementales. Le seuil qu'on fixe, il est complètement ad hoc. On a essayé de s'appuyer un peu sur des études étrangères ou des données internes. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'introduire quelque chose. Voilà. Sur la réassurance, on ne va pas demander une quantification nécessairement, ça va plutôt se faire de façon qualitative. Donc en demandant plutôt à partir de... Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel ou quels sont les éléments à partir desquels on décide de plus réassurer. Voilà. Sachant que parfois, on nous dit qu'on poursuit la politique d'assurance, mais les tarifs sont tels qu'ils sont en fait dirimants, et donc ça empêche de toute façon le marché de fonctionner. Donc là, on abordera la question de façon un petit peu plus qualitative. On l'a introduit là explicitement parce qu'effectivement, dans le premier exercice, c'était pour nous... implicite, donc on pensait que les assureurs allaient réfléchir un peu au sujet. Je pense qu'ils l'ont fait, mais n'ont pas forcément dévoilé les réflexions. Voilà, donc là, l'idée, c'est un petit peu d'essayer de forcer un peu la réflexion. Donc ce qui nous intéresse, c'est un petit peu les retours. Voilà. Sur la quantification, on n'est pas... Comme je vous dis, ça reste ad hoc en l'absence d'hypothèses plus fines. Merci. J'avais deux questions sur les scénarios de risque physique. Est-ce que vous pourriez expliquer le rationnel pour passer du scénario RCP 8.5 au 4.5 et par rapport au précédent stress test, la concentration de gaz à effet de serre continue de s'accumuler dans l'atmosphère, donc c'est un peu bizarre. Et l'autre schéma qui était intéressant, vous montriez qu'il y avait plus d'exposition aux inondations fluviales dans le scénario de moindre réchauffement climatique, aussi contre-intuitif. Alors sur le choix, en fait, comme je vous l'ai dit, on s'est appuyé un peu sur les travaux des climatologues qui considèrent que le scénario RCP 8.5 n'est pas tenable, même hors d'atteinte du fait des capacités des systèmes économiques. Donc on s'est rallié à cette hypothèse. Et donc après, le choix, c'était soit entre un scénario 6 ou 4.5. Le 4.5 a l'air de faire plus consensus, et dans les scénarios, c'était, comme je l'ai dit, un des scénarios qui était commun à deux scénarios de transition. Donc on les a retenus justement pour neutraliser un effet qui pourrait être lié à s'appuyer sur des scénarios de transition qui n'auraient pas les mêmes RCP. Alors après, sur l'impact, normalement, l'impact est moins fort, effectivement, mais on a des effets qui sont un petit peu contre-intuitifs, notamment sur les inondations. C'est un peu les
qu'expliquait Yannick. D'ailleurs, il serait même mieux placé que moi pour répondre. Donc, c'est l'idée qu'en fait, on a à la fois un réchauffement de certaines régions, notamment alpines, hein, qui se traduit par une augmentation des précipitations. Et du coup, voilà, il y a une moindre fonte des glaciers, donc plus de disponibilité en fait en réserve d'eau, et donc le réchauffement se traduit par une augmentation des flux ou du risque d'inondation. Alors après, quand on regarde les modèles, c'est pas toujours statistiquement significatif, mais en tout cas, ça nous permet de prendre en compte ce surcroît de risque et de s'appuyer un petit peu là-dessus. En tout cas, s'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup pour avoir participé à cet atelier avec nous. Merci.